j'espère que vous allez bien. On se retrouve avec un petit thé pour démarrer une nouvelle semaine de vlog. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Le mien, oui, il fut bon. J'ai rien fait. Je suis restée chez moi et j'ai lu et franchement ça m'a fait un bien fou. Et si vous voulez savoir ce que j'ai lu, je vous invite à aller voir mon précédent vlog que vous trouverez juste ici dans le i comme d'habitude. Et franchement, je vous invite à aller voir ce précédent vlog parce que je vous parle de livres, des pépites, véritablement des pépites. Je vous parle de 2 livres qui sont entrés en fait dans mon top 10 des meilleures lectures de 2024. Vraiment. J'ai adoré lire ces livres et donc je vous invite à aller découvrir ça dans mon vlog précédent. Sinon, j'ai clôturé le vlog sur ma lecture en cours. Qui n'est autre que L'ombre du renard de Nicolas Feutz. Je vais boire une petite chloupe de mon thé et puis après je réutilise mon autre main, ce sera peut-être beaucoup plus facile que comme ça. Déjà là ça sort du cadre et puis j'ai l'air un petit peu débile quoi. Bref, c'était parce que j'avais envie déjà de vous montrer cette sublime tasse petite citrouille de chez Starbucks, hein. Et puis aussi parce que, comme je l'avais dit dans une de mes vidéos, ma vidéo retour de Japon, que je vous mettrai d'ailleurs juste ici si vous voulez aller la voir, j'ai envie de vous partager un petit peu plus mes moments tea time, donc voilà, c'est le soir, je bois ma petite tisane, une petite tisane de Noël et c'est parfait. Bref, je prends une petite chloupe, je reviens. Je papote, mais ça commence à refroidir un petit peu ce bazar. Ouais, bon ça va, c'est encore assez chaud. Puis même les tisanes un petit peu froides, c'est délicieux. Bref, donc revenons-en pardon, à ma lecture en cours, donc un livre de Nicolas Feutz, donc L'ombre du renard. Donc L'ombre du renard, c'est le 2e tome de la saga Jameson, donc du procureur Jameson, de Nicolas Feutz, donc il y a 5 ou 6 tomes. Déjà paru. Là donc c'est le 2e et donc on suit le procureur, Jameson, qui va enquêter sur alors je vais pas dire le meurtre, mais il va enquêter autour d'un dealer qui s'est immolé. Donc en fait ce dealer de méthamphétamine me semble était dans un véritable bad trip et il s'est foutu le feu à lui-même. Et Tania, qui est une agente infiltrée, avait commencé à infiltrer en fait le domicile, en tout cas à tisser et à nouer des liens avec ce toxico qui s'est immolé, parce que on se doute qu'il y avait quelque chose d'assez louche autour de cette personne, notamment lié au trafic de drogue, etc. Mais le procureur va également se rendre compte que il avait fait une dépense dans une bijouterie. Et cette dépense, c'est un lingot d'or de 1 kg, mais avec une croix gammée dessus. Et du coup, comment déjà un petit dealer de pacotille a réussi à trouver l'argent pour acheter ce lingot d'or, et surtout pourquoi l'a-t-il acheté et comment a-t-il eu les contacts, enfin voilà, etc. Il y a plein de mystères qui tournent autour de cela. En parallèle, on va suivre des mafieux corses qui se font espionner par la police corse. Et on se rend compte également que cette mafia, elle n'est pas très très nette parce que l'un des membres qui était enfermé en prison a été libéré pour aussitôt être tué. Voilà, et donc on se pose des questions, voilà, pourquoi. Et encore en parallèle, on va suivre des nazis qui étaient en Corse en 1943, donc pendant la Seconde Guerre mondiale. Et ces nazis vont essayer d'évacuer un trésor. Mais ce trésor va se retrouver au fond de l'eau. Et qu'est-il devenu, ce trésor? Voilà. Donc, on se doute bien que les 3 histoires sont liées, mais comment sont-elles liées? Voilà, c'est ce que on va découvrir dans ce livre et quelle est la finalité de ces 3 histoires. C'est également ce que nous allons découvrir à la fin de ce livre, bien évidemment. Donc, un petit roman, voilà, de Nicolas Feutz. Moi, ce que j'aime en fait beaucoup chez cet auteur, c'est que très souvent, il nous donne des intrigues avec beaucoup de personnages, plusieurs points de vue. Et en fait, au début, quand on commence le livre, on comprend pas trop les liens qui unissent ces différents personnages, parce qu'on est parfois dans différentes temporalités, dans différents endroits, donc en Suisse, en Corse, en France, dans le nord de la France ou en Allemagne. Voilà. Et en fait,
à chaque fois, il va alterner. Donc là, en l'occurrence, on va dire on a trois histoires principales. On va avoir l'histoire avec la mafia corse, l'histoire avec les nazis, l'histoire avec le procureur Jameson, puis on va reprendre l'histoire avec les mafieux, puis reprendre l'histoire avec les nazis, puis reprendre l'histoire avec le procureur. Enfin bref, à chaque fois, il va alterner les différents points de vue. Et en fait, au plus on avance dans l'histoire, au plus les liens vont se faire et au plus on va découvrir... voilà, ce qu'il en est, et très souvent, en tout cas dans les 2 livres précédents que j'ai lus de Nicolas Feutz, je trouve que son final est à chaque fois explosif, à chaque fois c'est un final inattendu, qui est très surprenant, et même si c'est des livres relativement courts, donc ils ne sont pas non plus extrêmement déployés, je trouve que c'est des romans qui vont straight to the point, et du coup, voilà, il n'y a pas un grand étalage de mystère et de construction de personnages, mais ça fait quand même le taf en fait. C'est des romans courts qui se lisent vite, qui justement ne s'étalent pas en longs discours. Et c'est des lectures somme toute sympathiques. Alors je sais que dans le premier livre donc de la saga du procureur Jameson, j'avais quelques questions qui sont restées en suspens. Donc j'espère que soit ce livre-là, soit le reste de la saga va répondre à mes interrogations. Parce que sinon, je trouverais ça un petit peu dommage, voire un petit peu incohérent. J'en dis pas plus ici pour ne pas vous spoiler et surtout pour ne pas vous spoiler le premier tome. Mais voilà, c'est vrai que le fait d'avoir aussi parfois des romans assez courts comme cela, on pourrait se dire que ça manque un petit peu d'explication. Mais en tout cas, pour cette saga, je préfère ne pas crier au loup tout de suite et me dire, bon voilà, j'attends de voir. Il y a quand même 5-6 tomes en tout, donc il a le temps en fait pour déployer son histoire. Parce que en fait, l'autre livre que j'avais lu de lui, c'était alors je sais jamais comment on le prononce. Hérésis. je vous mettrai le titre juste ici pour que vous puissiez le lire. Mais par contre, ce livre-là, c'est un one-shot. Et j'avais trouvé que c'était un livre qui avait bien été conclu. Donc c'est un livre, on ressort, on n'a pas trop d'interrogations. Il me semble pas que j'en avais. Pour moi, ça avait été ce livre une claque. J'ai trouvé que c'était une excellente lecture. Pareil, on ne sait pas trop quels sont les liens des différents éléments qu'il nous apporte. Et en fait, tous les liens se font dans les 50 dernières pages. Et là, on est vraiment stupéfait. Il arrive à nous mettre sur le cul, en fait. Voilà, bon, pardonnez-moi l'expression, mais bon, voilà, ainsi vous voyez ce que je veux dire. Et je trouve que là, pour le coup, cette histoire avait été bien conclue. Je n'ai pas le... Alors, ça fait... Bon, je l'ai lu en 2022. J'ai lu en 2022, ça a été l'une de mes meilleures lectures de 2022. Et je n'ai pas le souvenir d'avoir eu des interrogations à la fin. Voilà, j'ai pas eu le... Voilà, j'ai pas en mémoire qu'il y a eu des questions qui étaient restées en suspens. Pour moi, le roman avait été bien conclu. Donc, comme quoi, même avec des romans qui font entre 250 et 280 pages, on arrive à faire un roman qui est bien ficelé, qui est quand même relativement complexe, parce que je trouve que malgré tout, c'est pas des romans non plus extrêmement faciles. Je trouve qu'il y a quand même une certaine complexité. On se casse pas non plus la tête, hein. C'est pas un théorème complètement obscur de mathématicien, voilà. Mais il y a quand même une certaine complexité et c'est quand même assez plaisant, voilà, d'entrer dans un petit roman aussi bien construit et aussi bien pensé. Donc voilà pour ma lecture en cours. J'ai lu pour l'instant 90 pages sur 280 quelque chose. 280, attendez, je vais vous dire ça tout de suite. 282. Donc, ouais, j'ai lu presque un tiers, quoi. Ouais, presque un tiers du livre. Je pense que, voilà, ce soir, je vais encore bien l'avancer, demain aussi. Donc, potentiellement, je pourrais revenir avant le week-end pour vous faire soit un petit update lecture, soit pour vous donner mon avis final sur ce livre. Mais quoi qu'il en soit, voilà, je pense que ce sera plutôt un avis final.
parce que je vois pas ce que je vais pouvoir véritablement dire pour voilà, la suite du livre. Donc je reviendrai vers vous dans le courant de la semaine pour vous donner mon avis final. Sinon, je vous fais vite fait un petit point marque-page. Voilà le marque-page que j'ai choisi pour cette lecture. Donc il s'agit d'un détail d'une toile des Nymphéas hein, de Claude Monet qui est conservée au musée Marmottan-Monet à Paris. Donc voilà, je vous l'ai présenté il n'y a pas si longtemps que ça dans l'un de mes précédents vlogs. Et d'ailleurs, bah écoutez, pour la publicité, je vous le mettrai juste ici. Donc vous n'avez qu'à cliquer sur le i pour aller voir ça. Voilà. Bah du coup, écoutez, moi je vais terminer mon thé avant qu'il ne refroidisse complètement. Puis je vais me mettre en pyjama, je vais me mettre dans mon lit et je vais lire. J'avoue, nous sommes lundi. Logiquement, le lundi, c'est, vous le savez, petit bain, routine skincare et lecture dans mon petit bain moussant. Mais là, il est tard. Je suis rentrée donc de formation, voilà. J'avoue, j'ai un peu la flemme. Donc, je pense que ça va être juste mise en pyjama dans le lit. Et ce sera très très bien pour un lundi quand même. Voilà. Allez, je vous dis donc à plus tard. Et santé! On est jeudi et je viens vous faire un petit update lecture parce que la dernière fois que je vous avais pris, j'étais en train de lire L'ombre du renard de Nicolas Feutz et je l'ai terminé mardi, il me semble. Oui, aujourd'hui on est jeudi, hier c'est mercredi, donc je l'ai terminé mardi. Alors, c'était une bonne lecture. C'était une bonne lecture. La seule chose, c'est qu'il y avait quand même certaines parties de l'intrigue, je trouve, qui n'ont pas été assez fouillées. Ça a été relativement survolé. Je trouve qu'on manque d'informations. Et bah, du coup, qui dit manque d'informations dit un peu facilité au niveau du déroulement de l'intrigue et de l'enchaînement des différents rebondissements, de l'enchaînement de l'enquête, etc. Voilà, donc je trouve que il est court. J'aime bien les livres courts, mais pour le coup, il y aurait pu avoir au moins une 50aine de pages en plus pour un petit peu plus étoffer l'intrigue, pour que ce soit un petit peu plus travaillé et pour que du coup, bah, il n'y ait pas ce sentiment de, voilà, de survolage. Je ne sais pas si ça se dit, mais vous voyez ce que je veux dire. Et surtout, il n'y aurait pas ce sentiment parfois de... Alors, pas d'incohérence, parce qu'on n'est pas sur des incohérences, mais... peut-être d'incompréhension de la part du lecteur, parce qu'en fait, comme tout s'enchaîne vite et qu'il y a un manque d'explication, bah parfois on est là genre waouh, ah ouais, ok, aussi rapidement, voilà. Donc vous voyez, voilà, j'aurais bien aimé que l'intrigue soit un petit peu plus étoffée. Voilà, donc c'était une bonne lecture. Hein. Moi, je trouve que la plume de Nicolas Feutz est relativement agréable. J'aime bien comment il manie le suspense, j'aime bien comment il construit ce roman, donc avec les différents points de vue, je vous en ai déjà parlé. Je trouve que ça frustre et en même temps, ça nous tient en haleine et ça fait durer le suspense. Donc ça, j'aime vraiment bien. Après, voilà, très bon roman, enfin bon roman. Mais ce n'est pas non plus voilà, la lecture du siècle, quoi. Ce n'est pas, voilà, ça va pas rentrer dans le top 10 de mes meilleures lectures de l'année, mais c'était une lecture agréable. Là où je trouve qu'il y a un gros point positif dans ce roman, c'est la fin. Donc, tout se dénoue un peu rapidement, donc voilà, tout est un peu facile, tout s'enchaîne facilement. Mais ensuite, il y a un épilogue. Alors, un épilogue, encore une fois, qui facilite la clôture de l'enquête. Mais vraiment, la fin de cet épilogue, elle est trop bien. Elle est vraiment bien, elle est détonnante. Et surtout, ça vous donne envie d'enchaîner avec le tome 3. Parce que la fin de cet épilogue, c'est un cliffhanger, un suspense, un élément qu'il a ajouté là. Et ouais, on n'a qu'une envie, c'est d'aller lire la suite. Et surtout, là où je trouve, où Nicolas Feutz a été intelligent, et c'est là où je trouve que cette fin, elle est parfaite, c'est que cette fin,
est en lien avec un élément du tout début du roman, mais vraiment un élément anecdotique en fait. Et puis on remarque que c'est pas si anecdotique que ça, parce que ça a une influence sur l'épilogue et surtout le dernier paragraphe de cet épilogue. Voilà, donc je suis pour l'instant dans un suspense de dingue. Comment vous dire que j'ai directement envie d'enchaîner avec le tome 3, mais vous m'avez vu regarder par là, et par là il y a ma palle, donc vous vous doutez bien que si je regarde ma palle, c'est que je n'ai pas sorti le trône, non, le tome 3, parce que sinon j'aurais regardé de ce côté-là. Donc voilà, donc quel livre j'ai choisi pour succéder donc à L'ombre du renard de Nicolas Feutz, et je trouve que c'est une excellente transition, je m'améliore de jour en jour, je suis hyper fière de moi. Pas vous? Donc, du coup, avec quel livre j'ai enchaîné? Rien à voir, véritablement rien à voir, mais j'ai sorti de ma palle donc un livre de Christian Jacques, Les enquêtes de Setna, le tome 2, et c'est ici le livre interdit. Donc j'avais lu le premier tome des enquêtes de Setna, et je vous l'avais présenté d'ailleurs dans un précédent vlog que je vous mettrai juste ici pour que vous puissiez aller voir mon avis sur ce tome 1. Donc, dans ce tome 2, on va suivre la suite de ce tome 1. Donc, pour rappel, dans le tome 1, il y avait un mystérieux mage qui avait profané une tombe et qui avait volé dans cette tombe le vase d'Osiris. Et le vase d'Osiris contient un mystérieux pouvoir qui pourrait bien renverser Pharaon, donc Ramsès II, qui est le pharaon de l'époque lors de laquelle se passe donc ce récit. Et Pharaon va missionner des gens pour qu'ils enquêtent sur cette profanation de tombe, retrouvent le fameux mage et retrouvent le vase. En parallèle, on va suivre Setna, qui est le deuxième fils de Pharaon, qui lui est un scribe et je ne sais plus quoi, je sais plus. Si je retrouve le mot, je vous le mettrai ici. Donc, Setna qui est donc ça. Et Seket qui est une prêtresse qui a des pouvoirs de guérison véritablement incroyables et qui est donc comment dire, la prêtresse, décidément, au niveau vocabulaire, aujourd'hui, j'étais fière de moi sur la transition, mais par contre, niveau blabla, c'est pas terrible. Enfin bref, qui est prêtresse de la déesse à tête de lion, donc Sekhmet. Et ensemble, ils vont... Voilà. Il va se passer des choses, ensemble. Voilà, donc pour le résumé un petit peu du tome 1, qui donne très envie, n'est-ce pas? Et donc là, on suit la suite des aventures de Seket, Setna et l'aventure tout autour de ce vase qui a été volé. Donc on apprend l'identité du voleur, on commence à comprendre les motivations de ce voleur, et il y a encore plein de mystères bien évidemment qui tournent autour de cette histoire. Donc il me semble que cette saga est constituée de 4 tomes, et en fait quand on avait lu le premier tome, l'histoire n'était pas terminée. Là c'est véritablement la suite, on reprend là où Christian Jacques nous avait laissé dans le premier tome. Alors, quand j'avais lu le premier tome, je trouvais que l'histoire était sympathique, c'était agréable, mais en revanche, j'avais quand même eu un petit problème avec la plume. Je trouvais que c'était fortement décousu, je trouvais que le style était un peu lourd, et j'avais véritablement l'impression d'être dans un roman du 18-19e siècle, tellement les phrases, je trouvais qu'elles n'avaient aucun lien entre elles. Ici, je trouve que le style s'est vachement amélioré. Alors, il faudrait que je regarde l'époque à laquelle ce livre a été écrit, s'il y a des années de différence, mais je ne crois pas. Je pense que ça a été écrit d'une traite. Je sais pas, faudrait que je me renseigne. Ici, c'est 2015. J'irai voir, donc je vous mettrai ici quand le premier tome a été écrit. Mais en tout cas, voilà, je trouve qu'il y a véritablement une amélioration au milieu de la plume. Au niveau de la plume, je trouve ça beaucoup plus agréable, beaucoup plus fluide. Et là, vraiment, j'accroche bien à cette histoire. Déjà, la thématique, elle est sympa. Je trouve que c'est un peu moins rythmé que dans le premier tome. Mais bon, c'est souvent comme ça, quand une saga est composée de plusieurs tomes, souvent le 1 est haletant, et puis on a des tomes comme ça intermédiaires, un peu moins haletants. Bon, je dis pas qu'il ne se passe rien là-dedans, mais j'ai vraiment cette impression par rapport au premier qu'il y a un peu plus de blabla, un peu plus d'explications, un peu moins d'action. Même si le premier n'était pas bourré d'action non plus. Mais voilà, je trouve que c'est un petit peu plus
un petit peu moins d'action, voilà. Mais en tout cas, au niveau de la plume, je trouve ça beaucoup plus agréable. Et j'accroche vraiment bien et je suis vraiment bien dans cette histoire. Donc je l'ai commencé mercredi, donc hier. Et je suis déjà à la page 98, donc je le dévore, hein, vraiment. 98 sur... 236, voilà. Donc, ouais, je suis bientôt à la moitié. Je pense que j'aurai dépassé la moitié ce soir. Alors, oui, juste une petite précision. Quand je dis qu'il y a moins d'action ici que dans le premier, en tout cas, j'ai l'impression, je parle au stade où j'en suis. D'accord? Je parle pas... voilà, je n'ai pas terminé ce livre, donc je peux pas parler de ce livre dans sa globalité. Mais en tout cas, j'avais l'impression que dans le premier tome, dans les premières pages, c'était beaucoup plus... Il y avait beaucoup plus d'action. En tout cas, j'avais l'impression que j'étais beaucoup plus prise, en tout cas dans l'action, que dans ce tome-là. Voilà, juste une petite clarification pour être sûre d'avoir été claire. Parce que là où j'en suis, on sent qu'il commence à avoir des événements, il commence à avoir des bagarres, il commence voilà, à avoir un petit peu d'action qui intervient. Et j'espère que ça va continuer du coup. C'est pas ennuyeux pour autant. S'il n'y a pas du tout d'action pendant tout le livre, je trouve que l'histoire reste quand même très agréable. Mais en tout cas, là où j'en suis, voilà, il commence à avoir des petites bagarres, les gens commencent à se taper dessus. Et Noémie, elle aime bien ça, hein, vous le savez. Donc voilà pour ma lecture en cours. Christian Jacques, donc la saga Les Enquêtes de Setna, le tome 2, le livre interdit. Voilà. Alors au niveau du marque-page, comme vous pouvez le voir, j'ai choisi clairement mon marque-page pour une fois, non pas en lien avec le livre, l'intrigue, l'histoire, etc. Mais juste par rapport à la couleur, pour faire quelque chose d'assez esthétique et d'assez sympathique. Et donc comme il y avait du orange sur cette couverture, du bleu, je trouve que le contraste est vraiment chouette. Et donc j'ai sorti un petit marque-page orange comme vous pouvez le voir. Et c'est un marque-page en métal et donc c'est celui-là que j'ai sorti. C'est la petite biche japonaise de Nara qui lit un livre. Je suis vraiment trop fan de ce marque-page. Ah bah tenez, vous pouvez vous voir. Dites-vous coucou. Oui, bref. Voilà. Je le trouve vraiment trop beau. Je suis trop fan de ce marque-page. Ça me rappelle le voyage au Japon. Je suis toujours nostalgique de ce voyage. Ça fait ça va faire un mois qu'on est rentré dans quelques jours, dans 5-6 jours, quelque chose comme ça. Non, un peu plus. On est rentré vers le 20 octobre, je pense. Enfin bref, ça va bientôt faire un mois qu'on est rentré. Et j'avoue que je suis toujours pas guérie de ma nostalgie de ce voyage. Donc, bah, pour me consoler, je bois du matcha, n'est-ce pas? Parce que le matcha, c'est délicieux. Ah, on répète tous, le répète tous, s'il vous plaît, faites-moi plaisir. Le matcha, c'est délicieux. Non, toi qui dis que ça a le goût d'algue, tais-toi s'il te plaît. Non, ça n'a pas le goût d'algue. Arrêtez les gens qui disent que ça a le goût d'algue. Non. Le matcha, merci, c'est délicieux. Tu vois, il y en a qui écoutent au fond de la salle, n'est-ce pas? Spéciale dédicace à François, donc le lecteur amateur. Si tu passes par là, je te fais un gros coucou. Et oui, c'est de toi dont je parlais. Et de Sophie également. Mais pas Sophie, pas ma Sophie copine de book club, une autre Sophie. Je sais pas si elle regarde mes vlogs, mais en tout cas, Sophie, qui n'aime pas le matcha, si tu passes par là, je te fais également un gros coucou. Bref, donc voilà pour le petit point marque-page. Donc ce magnifique marque-page biche de Nara. Qui me permet de surmonter du coup mon petit élan de nostalgie par rapport à ce voyage japonais. Bref, du coup, écoutez, moi, j'ai plus rien à vous dire, à part que le matcha c'est délicieux, mais ça je pense que je l'ai assez dit, vous l'avez compris. Donc, écoutez, là je vais aller me mettre en pyjama, je vais aller me démaquiller, accrocher mes cheveux, et avant d'aller manger, je pense que je vais lire quelques pages de ce livre-là et je reviendrai donc plus tard dans la semaine pour vous donner soit un update lecture, soit mon avis final sur ce livre. Je vous dis donc à plus tard. Hello, nous sommes le lundi 18 novembre et je viens clôturer cette 32e, si je ne m'abuse, semaine de vlog. Le temps passe tellement vite, j'en perds le fil,
Alors, je viens vous faire un petit update lecture parce que j'ai terminé un bouquin et j'en ai commencé un autre ce week-end. Mais avant, petite pause taille parce que je viens de manger une raclette et je peux vous dire que mon estomac, il est bien rempli et il faut que je fasse un petit peu passer tout ça voilà, avec une petite tisane qui vient de chez Dile Camille et c'est une tisane Rooibos vanille citron si vous voulez tout savoir et j'ai sorti ma super tasse Astérix et Obélix donc avec le village juste là et le petit idée fixe au-dessus de la hanse là, je la trouve trop chouette. Et petite pensée d'ailleurs en parlant de Astérix à François le lecteur amateur parce que je sais très bien que si je commence à parler d'Astérix et tout sans le mentionner il va un petit peu râler hein. Parce que la dernière fois j'avais parlé des BD Benoît Brisefer et elle a un peu râlé que je lui avais pas fait une petite dédicace hein. Parce qu'on parle souvent de BD, notamment de BD de Peyo, mais également de Astérix. Donc voilà, François, je te fais une petite dédicace et je te dis santé. Allez, je bois. Ah ouais, vachement bon ce petit rooibos. Et franchement, après une raclette, ça fait vraiment du bien. Ouais, ah ouais, bah c'est la saison, hein, là on y est, on est en plein mois de novembre, il fait vachement froid ici au Luxembourg, il va même geler cette semaine, donc voilà, c'est la saison des raclettes est ouverte pour mon plus grand plaisir. Bon, heureusement, vous avez l'image mais pas l'odeur, vous avez l'image, le son mais pas l'odeur. Quoique bon, ça va, on a aéré et même si la raclette sur le coup, ça sent super bon, c'est vrai qu'une fois passé le repas, l'odeur de fromage un petit peu refroidi, c'est pas top, mais je pense que ça devrait le faire, on verra ça demain. Bref, trêve de bavardage. Une dernière petite chloupe et je viens entamer le sujet qui vous intéresse, ce pourquoi vous êtes ici à regarder ce vlog. Donc, la dernière fois que je vous avais pris, j'étais en pleine lecture d'un Christian Jacques, donc le deuxième tome des Enquêtes de Setna, le livre interdit. Je l'ai terminé donc samedi, donc c'est un assez petit roman, hein, un assez petit roman, pardon. Il fait 236 pages, donc voilà, ça a été quand même relativement vite lu. Alors, en fait, j'ai bien aimé parce que je trouve que c'est un roman qui fait le taf, c'est divertissant, c'est... voilà, on le lit avec plaisir. Je trouve qu'au niveau de la plume, c'est vachement plus lisible que le premier tome. Au niveau de l'histoire, je vous avais dit, ça avait commencé, il n'y avait pas des masses d'action, mais là où je vous ai quitté dernièrement, je sais plus, j'étais au début peut-être à une 90aine de pages, quelque chose comme ça. L'action arrivait et effectivement, une fois que l'action est lancée, on ne l'arrête plus, le Christian. Hein. Il fait action sur action sur action. Et bah, c'était divertissant. J'ai passé un bon moment, mais c'était vachement répétitif. En fait, à chaque fois, bon, je vais pas vraiment vous faire un spoil, mais bon, je vais vous expliquer un peu une partie de l'histoire. Donc, si vous ne voulez pas écouter ce que j'ai à dire, passez un petit peu plus loin. Mais par exemple, on va avoir un personnage qui s'appelle Shed le Sauveur, qui est accompagné d'une petite équipe et ils doivent résoudre une enquête. Ils doivent savoir ce qui est arrivé à Seket, donc un des personnages principaux de cette histoire. Et Seket en fait a disparu et donc ils vont essayer de la retrouver. Et à chaque fois en fait ils vont rencontrer quelqu'un qui va leur dire ah bah oui je l'ai vue, elle est là. Puis ils vont aller là et puis bah c'est un piège et puis ils vont se battre. Ils vont bien évidemment en rééchapper, puis ils vont ensuite retourner à la personne qui leur avait donné l'indice, soit la personne est décédée, soit la personne a vachement peur parce que du coup elle a peur de se faire casser la figure, et elle va commencer à dire « Ah mais non, mais en fait c'est le méchant de l'histoire qui m'a dit de vous dire ça ». Bref, puis ils rencontrent une autre personne qui leur donne un indice, et bien évidemment, je vous le donne en mille, cet indice est un piège. Et ça est répété, et répété, et répété, et répété. Et pareil pour Setna, donc qui est le personnage principal, hein, le fils de Ramsès II, c'est un peu toujours la même chose. Il lui arrive des aventures, ça va tourner mal, et bien évidemment, il va s'en sortir in extremis. Et je trouve que c'est un petit peu... Ouais, c'est un petit peu répétitif, c'est un petit peu... pas ennuyeux, pas chiant, mais quand même un petit peu quand même.
Enfin, on sent qu'on est dans un tome 2, c'est vachement un tome intermédiaire. Mais honnêtement, je pense quand même que je vais continuer la saga parce qu'il reste que 2 tomes et je pense que les 2 autres tomes sont aussi courts que celui-là, donc ça va se lire vite, c'est agréable, c'est une chouette histoire. En plus, le cadre historique est hyper intéressant, ça se passe ici en Égypte antique. Et voilà, mais honnêtement, si il faut attendre le 4e tome pour avoir véritablement une avancée cruciale dans l'histoire et donc forcément le point final à cette histoire des enquêtes de Setna, bah franchement, je serais vachement déçue. Donc j'espère que le tome 3 va relever un petit peu le niveau. J'espère que le tome 2 est juste un tome, comme on dit, intermédiaire. Mais honnêtement, je trouve ça dommage de diviser cette histoire en 4 tomes si au final c'est pour avoir une histoire comme celle-ci, quoi. Donc à voir ce que le 3e tome va donner et surtout le 4e tome. Mais je pense honnêtement, en tout cas si c'est comme ma longue expérience de saga historique, fantastique, etc. Très souvent quand on a un tome 2, voire un tome 3, c'est souvent des tomes intermédiaires qui sont là pour remplir un petit peu l'histoire, donner 2, 3 éléments, mais qui, in fine, au niveau contenu, n'ont pas grand-chose. Et j'espère que je me trompe, honnêtement, parce que, voilà, je vois pas l'intérêt. En fait, le livre interdit, c'est juste Setna qui a trouvé un moyen de vaincre le mage et il doit trouver un livre qui est interdit aux humains. Et en fait, toute l'histoire, c'est Setna qui... Enfin, même pas parce que je pense qu'il a l'information à la moitié du bouquin qui doit trouver le fameux livre interdit, le livre de Thoth, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, donc une histoire... Oui, c'est ça, le livre de Thoth. Et je pense que c'est à la moitié du livre qu'il apprend qu'il doit trouver le livre de Thoth. Et donc après, avec toutes les histoires de Shad le Sauveur qui va à gauche, à droite, qui tombe dans des pièges, bah forcément le livre il se remplit vite hein, quand même. Donc l'histoire de Setna qui découvre le livre, ça aurait peut-être pu faire 2 chapitres dans le tome final. Voilà. Bref. Donc à voir la suite. C'était pas déplaisant, honnêtement. C'était vraiment pas déplaisant. C'était pas non plus une perte de temps parce que c'est des livres qui se lisent assez vite. Mais voilà, je reste quand même mitigée, moins, si je peux dire ça ainsi. J'ai pas encore réfléchi quelle note j'allais lui donner sur Livre Addict, pardon. Je pense peut-être 14, parce que c'était quand même bien. Je peux pas lui mettre une note, une mauvaise note, mais c'était pas non plus oufissime, donc voilà. Voilà pour cette histoire. Cela dit, si vous aimez bien les romans avec beaucoup de contexte historique, mais... Enfin, comment dire, beaucoup de contexte historique. Oui et non, comme dirait mon collègue belge Guillaume. Euh, En fait, il n'y a pas... Enfin, on n'est pas sur une explication du contexte historique hyper dans les faits, hyper documentaire, hyper comme un livre d'histoire. Non, ici on suit véritablement les Égyptiens et on voit le monde Égypte, enfin l'Égypte antique à travers les yeux des personnages. Et je trouve que cette manière de faire, c'est hyper intéressant. Parce que par exemple, les Égyptiens, ils croyaient énormément à la magie, ils croyaient énormément aux interventions divines. Et là, il y a des personnages parfois qui se sortent de situations grâce à une intervention divine ou grâce à des formules magiques. Et donc, ils invoquent le dieu du vent ou le vent, et le vent les aide à se sauver d'une embrouille. Voilà, par exemple. Donc, c'est extrêmement, je trouve, immersif dans le sens où on a véritablement... Enfin, Christian Jacques retranscrit bien la vision que les Égyptiens de cette époque avaient de leur monde. Et ça, je trouve que c'est véritablement un plus. Et donc, si vous avez véritablement envie d'un roman historique avec une pointe de policier, de suspense, mais qui vous immerge bien dans un monde donné, je trouve que ce livre-là fait vraiment le taf. Dans un autre livre de ce genre que j'avais lu, c'était un Agatha Christie, c'était La mort n'est pas une fin, si je ne dis pas de bêtises. Il est juste là, je vais vous le montrer. Et je vais vérifier si je dis pas de bêtises d'ailleurs. Alors, où est-il La mort n'est pas une fin. Oui, c'est bien celui-là. Hop, juste à côté de la plume empoisonnée. Je vais sortir ça comme ça pour le remettre à sa place. Parce que les Agatha Christie, je les range de manière chronologique. Et je n'ai pas envie de faire de bêtises. Bref, donc c'est ce livre-là dont je vous parlais. Donc en fait c'est un Agatha Christie et c'est le seul Agatha Christie qui ne se passe pas au XXe siècle. Si je ne dis pas de bêtises, hein, c'est bien XXe siècle, hein, Hercule Poirot, il me semble.
Bref, si je dis une bêtise, comme d'habitude, je corrigerai ici. Mais voilà, c'est le seul Agatha Christie qui ne se passe pas à la période donc moderne, contemporaine de l'autrice. Celui-là, il se passe aussi en Égypte antique. J'avais beaucoup aimé ce livre, enfin, je l'avais trouvé hyper intéressant. Bien évidemment, on est dans un Agatha Christie, donc le suspense est bien dosé. La révélation finale, on ne s'y attend pas du tout, hein, comme à chaque fois. Mais je trouve qu'au niveau de l'ambiance, ça avait été bien retranscrit, mais voilà, on sent que Agatha Christie, elle avait un grand intérêt pour tout ce qui était archéologie et civilisation antique. Mais au niveau de l'ambiance, je trouve que Christian Jacques fait vachement mieux le taf. Ce roman est très chouette. Niveau enquête, c'est celui-là que je mettrai en avant, hein, clairement. Mais par contre, niveau ambiance et retranscription de ce qu'était l'Égypte antique, parce que bien évidemment, je connais absolument bien l'ambiance en Égypte antique. Hein. J'ai vu Tintin. Et je l'ai lu d'ailleurs aussi. Bref, oulala. Bêtise, bêtise, bêtise. C'est la raclette. Ça m'a un peu monté à la tête. Bref, au niveau de l'ambiance, je trouve que ce livre-ci retranscrit mieux l'ambiance de l'Égypte antique. Voilà donc pour la lecture que j'ai terminée. Je vais me prendre une petite gorgée de thé. Ouais. C'est vraiment la période que... En fait, j'aime bien le mois de novembre autant que je le déteste. J'aime bien le mois de novembre parce que c'est vraiment le mois où on peut ressortir les pulls, où on peut se mettre des petites bougies, une ambiance cocooning et tout ça, et déguster des tisanes, mais je bois tout le temps du thé, hein, même en été. Mais je trouve que vous voyez la sensation d'avoir les mains un peu fraîches et de les coller comme ça sur la tasse de thé, c'est la meilleure sensation du monde. Bref, ça fait vraiment du bien. Donc voilà, moi qui voulais un peu plus de moments tea time dans mes vlogs, vous êtes servis. Hein. Mais allez, je vais quand même passer au moment qui vous intéresse. Ce sont donc mes avis lecture et quel est le livre que j'ai commencé après avoir terminé les enquêtes de Setna. Eh bien, j'avais envie de sortir un livre que j'avais acheté à la foire du livre de Bruxelles, parce que c'est vrai, j'ai pas lu énormément de livres que j'avais achetés à ce moment-là. D'ailleurs, je vous avais fait une vidéo retour du salon de la foire du livre de Bruxelles, pardon, et je vous avais présenté tous les livres que j'avais achetés là-bas, donc je vous mettrai la vidéo juste ici, comme d'habitude, dans le petit i. Donc au niveau des livres, j'avais déjà sorti le L'Or Rollier que je vous ai présenté dans mon précédent vlog, qui était donc un livre que j'avais acheté à la foire du livre de Bruxelles. Et il y en avait un autre qui me faisait vachement envie et qui, depuis quelques semaines, était là au sommet de ma palle à me faire de l'œil. Clairement, donc je me suis dit, c'est le moment, c'est l'instant, je vais le sortir. Et donc, je ne laisse pas plus traîner le suspense, j'ai sorti de ma palle Toutes ces fautes de Andrea Mara. Alors déjà, j'adore le travail éditorial de la maison d'édition, donc Mera Édition. Je trouve que ce livre fait très British. Moi, j'adore les livres, les couvertures des livres anglais et américains. Je trouve qu'ils font un travail éditorial tellement mieux que chez nous. Quoique, je trouve que certaines maisons d'édition s'améliorent de plus en plus, notamment les J'ai lu. Je trouve qu'ils font maintenant des superbes couvertures. Et petit à petit, Pocket également fait pas mal de belles couvertures. Mais bref, revenons donc à les éditions Mera. J'aime beaucoup, beaucoup cette couverture. Donc ça me fait véritablement penser à un livre anglais avec cette couverture sombre et ces écritures en couleur pétante et totalement criarde. Et alors, j'adore le petit nounours. Déjà, j'aime bien ça. Vous voyez, ça brille. J'aime bien l'espèce de... côté très brillant, très luisant qu'ils ont mis comme ça sur les écritures et sur le petit nounours. Et je trouve, que je vais cacher ma tête pour que vous voyez mieux, pardon. Ouais, je trouve que c'est trop mignon. Je trouve que cette couverture, elle est quand même vachement angoissante, mais elle est super belle. Le petit nounours, il est trop chou. Il me fait penser à Ted, mais en moins lubrique. Le petit nounours vraiment à la Ted. Enfin bref. Donc voilà pour le livre-objet que je trouve vraiment sublime. En plus, le format est hyper agréable. En fait, c'est plus grand qu'un livre de poche. Attendez, je vais vous montrer. Je vais essayer de ne pas tout faire tomber quand même. Voilà, donc mes enquêtes de Setna et toutes ces fautes de Andrea Mara. Et vous voyez, en fait, le format, il est un petit peu plus grand. Un petit peu plus grand que un livre de poche. Mais c'est pas non plus aussi grand qu'un grand format. Si je dis pas de bêtises, c'est un peu plus petit que ça.
Ouais, un peu plus petit que ça. Et je sais pas, je trouve vraiment ce format hyper agréable. Même en main, ouais, il est vraiment bien. Et à l'intérieur aussi, j'aime beaucoup l'écriture. Ouais, c'est quand même relativement aéré. Enfin, c'est confortable. Ouais, vraiment, je suis vraiment fan du livre-objet, en tout cas. Donc, félicitations les éditions Mera pour ce beau travail éditorial. En tout cas, moi, je suis satisfaite. Et les pages sont assez épaisses et ça, j'aime vraiment beaucoup. Sinon, concernant l'histoire, alors, on va suivre Marissa. Marissa qui, donc, le premier chapitre, en fait, ça va être véritablement le résumé. Donc, Marissa va chercher son fils chez une autre maman de l'école. En fait, son fils passe l'après-midi, fait une après-midi jeu chez Jenny, donc une autre maman de l'école, pour jouer avec son fils Jacob. Et donc, Marissa, elle va arriver chez Jenny, elle va sonner, sauf que quand on lui ouvre la porte, eh bien, ce n'est point Jenny. Et quand elle pose des questions à la dame qui lui ouvre la porte, elle lui dit, bah en fait, il n'y a pas de Jenny ici, il n'y a pas de Jacob, encore moins de Milo, donc Milo, le fils de Marissa. Et surtout, en fait, bah, c'est ma maison à moi. Et donc, Marissa ne comprend pas, elle est vraiment confuse, elle relit le SMS que Jenny lui a envoyé, etc. Elle essaye de l'appeler, Jenny ne répond pas. Puis ensuite, elle se dit, bah c'est pas grave, j'ai peut-être le mauvais numéro de téléphone, je vais appeler une autre maman pour qu'elle me donne le numéro de téléphone de Jenny. Effectivement, le numéro de téléphone qu'elle avait, ce n'était pas celui de Jenny. Et quand elle appelle Jenny, eh ben, cette fameuse Jenny est en France. Et surtout, elle ne lui a jamais envoyé un message pour proposer à Marissa que Milo vienne jouer toute l'après-midi avec son fils Jacob. Et donc là, bah, Marissa commence à se rendre compte que bah, potentiellement son fils a disparu parce qu'ils vont appeler le professeur de l'école, d'autres mamans et un peu tout l'entourage scolaire les autres nounous, etc. pour savoir bah, est-ce que quelqu'un a vu son fils et surtout est-ce que quelqu'un a récupéré son fils quelque part. Et vous vous doutez bien que la réponse est non. Et donc là, on a affaire à la disparition d'un enfant de 4 ans. Et on va ensuite, bah, dans le reste du livre, suivre le quotidien, ou en tout cas l'avancée des recherches. Et surtout, enfin, l'avancée des recherches. Non, parce qu'on est principalement avec les personnages. Et on va voir quel impact va avoir la disparition de ce petit Milo sur déjà sa famille, sur Marissa, parce qu'on va suivre Marissa sur certains chapitres. D'autres chapitres, on va suivre Jenny, donc qui est la maman qui était censée accueillir Milo chez lui. Et on va suivre également Irène, qui est une autre maman. Je ne vous dis pas de qui, je ne vous dis pas de quoi, je ne vous dis pas de comment, pour ne vous laisser la surprise entière si vous voulez découvrir ce livre. Voilà un petit peu pour le résumé. Alors moi j'en suis à la page 134, je me suis arrêtée en plein milieu de chapitre, je n'aime pas ça, mais mon arrêt de bus approchait, donc je n'avais pas le choix. Donc je suis à la page 134 sur 394. Voilà, donc il me reste, si je ne dis pas de bêtises, 260 pages tout rond à lire. Voilà, donc j'en suis là, dans le bouquin. Alors, pour l'instant, j'aime bien. Je trouve que c'est hyper addictif. Ça se lit facilement. C'est assez fluide. La traduction moi, je la trouve bonne, parce que vraiment, je ne bloque pas. Donc, je trouve que c'est écrit de manière très agréable. C'est bien traduit. J'ai hâte, en fait, de voir où ça va nous mener. Parce que là, alors je vais pas dire que que l'histoire stagne parce que c'est pas vrai, on est quand même dans l'ambiance. On a cette maman qui est hyper stressée, on a Jenny qui se sent coupable. Donc c'est un peu intéressant de voir J+1, J+2, J+3, J+4, quelle est l'évolution de la mentalité des personnages, comment ils vont se comporter, comment ils vont se sentir, qu'est-ce qu'ils ressentent, qu'est-ce qu'ils vont faire, etc. Je trouve ça assez intéressant. J'aime bien le personnage de Marissa et de Jenny pour l'instant, surtout celui de Jenny. Je suis vraiment curieuse de voir comment il va évoluer dans tout le roman. Après, j'avoue, vu ce qui me reste quand même à lire, je me demande quel tournant l'autrice va donner à son livre. Parce que pour l'instant, je suis bien dans cette histoire. Je trouve ça assez addictif, j'y retourne avec grand intérêt. Mais si ça continue comme ça pendant encore 260 pages, ouais,
à voir ce qu'elle va nous mettre, quoi, du coup, dedans pour continuer à susciter l'intérêt et surtout à nous tenir en haleine parce que là, je suis encore, voilà, qu'est-ce qui s'est passé? La police a trouvé 2-3 petits indices, ils sont sur une piste, mais ils sont sur une piste depuis quand même pas mal de pages et j'ai pas l'impression que ça avance beaucoup de ce point de vue-là. Donc, voilà, à voir. En tout cas, pour l'instant, je passe un super bon moment. Ouais, franchement, c'est une lecture agréable. Ça se lit vite. Franchement, moi, je lis quand même relativement lentement. Voilà, c'est mon rythme, quoi. Mais je sais que contrairement à d'autres personnes, je lis assez lentement. Parfois, je dois en plus relire les phrases, surtout si je lis le livre dans le bus, etc. Mais pour autant, je trouve que j'avance vite dans celui-là. Les pages s'enchaînent assez rapidement. Et malgré le format plus gros qu'un format poche, j'ai l'impression que j'avance au même rythme. Donc je vais dire entre 40 et 50 pages par heure, oui c'est ça. Ouais. Non, je suis vraiment bien dans cette lecture, donc à voir. Véritablement à voir. Et de toute manière, je vous dirai mon avis final sur ce livre dans peut-être le prochain vlog, parce que j'espère quand même le terminer pour le prochain vlog. J'ai pas trop envie de le laisser traîner en fait, parce que je pense que ça c'est véritablement le livre. Si on le laisse traîner sur 2 semaines, ça va devenir ennuyeux au possible. Ça c'est clairement un livre, il faut que ça se bouffe, parce que je pense que le rythme va quand même être un petit peu lent. L'autrice va prendre le temps de classer son atmosphère et de nous mettre également dans le doute. Et donc, si on le tire sur 2 semaines, ça risque de devenir assez ennuyeux. Donc, j'espère... Ou ennuyant. Je sais jamais, là, il faudrait que j'aille vérifier une fois parce que je sais que dans la vie de tous les jours, je doute jamais. Mais là, à chaque fois que je suis devant la caméra, je fais « Est-ce qu'on dit ennuyeux ou ennuyant ?» Je ne sais pas. Bref. Je voulais dire quoi par là? Je sais plus. Bref, remplacer ennuyeux, ennuyant par chiant. C'est peut-être un petit peu moins classe, mais au moins, là, je suis sûre d'utiliser le bon vocabulaire. Donc, voilà pour ma lecture en cours. Niveau marque-page, j'en ai profité, que ce soit un gros format, pour sortir un marque-page qui ne rentre pas dans mes livres de poche. Et donc, j'ai sorti, je vous en ai beaucoup parlé dans un précédent vlog que je vous mettrai d'ailleurs juste ici pour que vous puissiez aller voir mon petit point culture à ce sujet. J'ai sorti le marque-page que j'avais acheté à Chantilly. Et d'ailleurs, j'y pense. En fait, ouais, mais si. En fait, le vlog où je suis allée à Chantilly, c'est également le vlog où je suis allée à Disney. Parce qu'en fait, on est allé à Chantilly avant d'aller à Disney. N'importe quoi. Ouh là là. Ça se voit qu'il est 22h passé, que ma petite tisane commence à faire effet sur ma digestion. Je dis n'importe quoi. Bref. Nous avions profité d'un week-end prolongé pour aller au parc Astérix. C'est ça que je voulais dire, le parc Astérix. Et en fait, pour ne pas faire le trajet en une journée, voilà, l'aller-retour en une journée entre le Luxembourg et le parc, on avait fait un petit arrêt à Chantilly avec mon mari. Et donc du coup, je bois mon thé dans une tasse du parc Astérix et j'ai comme marque-page un portrait qui est conservé au musée Condé du château de Chantilly. Et en fait, c'est 2 éléments que j'avais rapportés du même week-end et donc bref, de la même période du vlog que je vous ai mis dans le petit. Voilà, bref, je divague, mais donc du coup, j'ai choisi pour accompagner cette lecture donc le portrait de Simonetta Vespucci par, je ne sais plus... Ah, ils disent pas le peintre. Je sais plus le peintre, mais en tout cas, je vous le mettrai juste ici, si ça vous intéresse. Mais voilà, donc pour le petit marque-page qui accompagne ma lecture du moment. Et voilà, c'est sur ce blabla livresque marque-page et petit thé que je clôture ce 32e vlog. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu ainsi qu'un commentaire et à vous abonner à ma chaîne pour me soutenir. Et moi, comme d'habitude, je vous souhaite de passer une agréable journée, une agréable soirée ou une agréable nuit, peu importe. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures livresques. Ciao!